Salut les acos, on se retrouve pour cette fameuse tier list de mes lectures de 2025. J'ai placé tous mes romans par ordre de lecture et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. J'ai gardé la moyenne de mes lectures que j'ai notées sur mon carnet en tête et j'aimerais voir si le résultat va changer beaucoup ou pas par rapport à ce que j'ai ressenti entre le moment où je les ai lus et aujourd'hui. Bref, découvrons tout ça ensemble. Pour ma tier list, j'ai choisi 5 catégories. Donc la catégorie Fuyez fort pour les livres que je vous déconseille fortement. La catégorie On souffle pour les livres que j'ai vraiment bof aimés, mais en vrai, il peut peut-être y avoir quelque chose qui peut vous intéresser. La catégorie Mais, où bah c'est mais en fait. Genre, ça aurait pu être bien, mais c'était pas tout à fait bien, et en même temps, c'était pas mauvais pour autant. Ensuite, les bangers, et bien sûr, arrêtez tout pour ces pépites que j'ai adorées et que j'adorerais que vous découvriez. J'ai fait 5 catégories pour en gros les livres que j'ai notés 1 à 5. Donc ces catégories vont m'aider à faire la moyenne de mes lectures une fois qu'on aura terminé la tier list. Bref, on commence avec ma première lecture de 2025 qui était La Cresserelle de Patrick Morand. Au bout d'un an, je m'en souviens pas trop, j'avoue. Donc je pense que ça va être un mais. Je me souviens que c'était pas si pire, mais il y avait quand même des scènes qui m'avaient pas trop plu en termes de représentation, féminine. Donc c'est un bas mais si ce n'est un haut on souffle. Alors ça aurait pu être pire, mais ça aurait pu être mieux. Je verrai si je le bouge d'ici, la fin de la vidéo. Ensuite, le dernier tome de la série de, Amy Sparks, Le phare au bout des mondes, qui était vraiment kiki. Petite série vraiment trop mignonne, où on suit une jeune voleuse qui va se faire des amis. C'est des petites aventures vraiment toutes kiki et assez peu prises de tête avec des bons personnages. C'était vraiment trop bien comme série. Et au bout d'un an à les avoir lus, je m'en souviens plutôt bien. C'est des bons, je dirais, 4 étoiles. C'est du bas banger, dans le sens où je pense qu'il y a des meilleures séries jeunesse qui existent, mais moi je sais que ça m'a beaucoup plu. Et je pense que je les relirai à une occasion, ou en tout cas, si je ne les relis pas, je les offrirai avec grand plaisir à des enfants qui ont l'âge adapté, parce que j'avais vraiment passé un bon moment. Ensuite, j'ai lu La Maison des Soleils de Alistair Reynolds. C'était une bonne lecture. C'est de la science-fiction spatiale, et du coup, j'ai été assez vite perdue par tout ce qui est question d'espace. J'ai un véritable souci en termes de représentation des distances, et typiquement, avoir des vaisseaux qui font plusieurs centaines de kilomètres, c'est un peu incompréhensible pour moi. Donc c'était super et en même temps un peu difficile pour moi de rentrer dans l'univers parfois. Mais j'avais quand même passé un très bon moment de lecture. Je pense que ce va être un petit banger aussi. Un 3,5, 3,75. Passons à Nage libre de Jessica Anthony, qui est, je pense, une des pires lectures que j'ai eues en 2025. J'ai pas trouvé ça bon, j'ai pas trouvé ça intéressant, donc on va le placer plutôt en fui et fort. Je conseille pas forcément ce texte, même s'il est très court, en fait, je trouvais que c'était une sacrée perte de temps. On suit juste une femme qui passe sa vie dans la piscine parce qu'elle a des questions existentielles, mais l'autrice va pas très loin sur ces questions-là. Le livre se termine comme il commence, c'est-à-dire dans la piscine. Pas très intéressant. Je me permets de baisser un petit peu le fichier. Ensuite, il y avait L'homme avalé de Édouard Carré. Je vais le mettre en on souffle et non pas en fui et fort pour le moment, parce qu'il n'était pas inintéressant en termes d'ambiance. C'est une réécriture de Pinocchio, où on suit plutôt le récit de Geppetto. Sauf que je trouve que dans ce livre, il y a une dépiction du coup de la violence intrafamiliale, puisqu'on parle d'un père qui bat son enfant, et Geppetto est, on le découvre assez rapidement, un enfant battu également par son père. Sauf que l'auteur ne remet pas du tout en question, je trouve, cette violence, qui fait que ça m'a un peu déplu, parce que j'aurais bien aimé avoir un peu plus un propos dessus, que juste que ce soit totalement intériorisé par le personnage principal, donc on n'en parle pas trop. Bref, c'est en vrai le gros point négatif que j'ai avec cette lecture, sinon l'ambiance était vraiment très bien menée, les dessins de l'auteur sont vraiment bons, dans le sens où on est sur une ambiance bien lourde, bien pesante. Donc en vrai, je le mets plutôt en souffle, je pense que c'est plutôt un 2,5 on va dire. J'avais lu ensuite Capitale de la douceur de Sophie Fontanelle. C'est pas une lecture dont je me souviens très sincèrement au bout d'un an, donc je vais aussi le mettre plutôt en catégorie on souffle. Même si c'était pas un mauvais récit, c'est juste que de mémoire c'était un récit qui partait un peu dans tous les sens et du coup j'en ai pas gardé un très gros souvenir. J'avais beaucoup aimé la plume par contre. C'est écrit en vers libre et c'est un des premiers livres en vers libre que je lisais donc j'avais bien aimé l'expérience.
mais c'est pas un livre dont je me souviens aujourd'hui. Et c'est un peu le même problème pour Ursula K. Le Guin avec Unlocking the Air, qui très franchement, ouais, je vais plutôt le placer là, était pas un très bon recueil. J'ai aimé certaines des nouvelles. Il y en a quelques-unes que j'ai encore en tête, dont une entre une mère et sa fille qui vont dans un centre pour se faire avorter, qui était une nouvelle assez forte et super intéressante dans tout ce que ça abordait, avec bien sûr la plume de Le Guin, donc super cool. Mais je trouvais que le choix des nouvelles et le choix de les mettre toutes ensemble, ça n'avait pas grand sens. On passait vraiment d'un rythme à l'autre, d'un univers à l'autre, et je me suis un peu perdue et je me suis un peu ennuyée. Donc ouais, je le mettrais plutôt en bas du classement, dans le sens où je pense qu'il y a des meilleurs recueils de Ursula K. Le Guin, donc je vous déconseille plutôt celui-ci. J'ai lu ensuite God Killer de Anna Kanner, le premier tome. J'ai bien aimé cette lecture. Je vais plutôt le placer là pour l'instant. J'avais même bien aimé tout court, sauf qu'entre-temps, j'ai un peu plus réfléchi et je pense pas continuer. Puisque on a des bons personnages, l'univers de fantasy est super cool, la mythologie, la magie, très sympa. Mais on est sur une fantasy où il faut bien entendu qu'il y ait une romance entre nos deux personnages principaux, et ça casse totalement le rythme du groupe. Les personnages en soi qui ont été ultra bien décrits, ça les met juste dans des cases de regardez, je les ai écrits pour les mettre ensemble. C'était pas nécessaire. Donc je vais mettre cette lecture en mais, parce que c'était bien, mais je la conseillerais pas non plus de ouf, à part si vous avez envie d'une romance qui peut être cool, je pense, et d'une fan family qui a l'air quand même plutôt pas mal. Mais moi je continuerai pas, donc je vais pas non plus mettre plus haut que ça. Et dans les séries que je vais pas continuer, il y a Fondali avec La Cité de Jade, que j'ai détesté. J'ai été beaucoup trop clémente avec quand je l'ai lu. J'ai revu ma note quand j'ai préparé la tier list et je ne comprends pas comment j'ai pu être aussi tolérante, parce que ça a été une lecture horrible. Tous les personnages étaient insupportables, en termes de masculinité toxique, de sexisme et de tout ce qui va avec, c'était horrible. Je sais qu'on parle de mafia, je sais qu'on parle de mecs, blablabli, de violence, etc. Juste, ok, mais quand tu es une femme qui écrit des personnages féminins, respecte-les un peu plus, s'il te plaît. Ou en tout cas, si tu ne les respectes pas du fait de ton setting, montre que c'est pas cool. Parce que là, c'est vraiment pas le cas, c'est ultra intégré, et surtout, les mecs violents et excessifs, on les aime bien. Bah non, moi j'aime pas un mec qui rentre dans la chambre de sa meuf parce qu'elle a laissé la fenêtre ouverte et qui lui dit haha, après l'avoir bien sûr plaqué contre son lit, haha, j'aurais pu être un méchant, franchement fais attention à toi. Bah non en fait, ça s'appelle une agression dans tous les cas, elle dormait. Genre, tu la réveilles pas comme ça. Donc non, j'ai absolument détesté et je ne vous conseille pas du tout cette lecture. Contrairement à celle qui arrive juste ensuite, qui est Terrienne de Jean-Claude Morleva, que j'ai absolument adoré. Je vais le mettre dans les premières pépites de 2025. Bon, on va baisser un peu ça. Jean-Claude Morleva, ouais, un nouveau petit banger de sa part. C'est le 3e livre que je lis de lui, et j'aimerais bien en découvrir d'autres parce que vraiment, j'adore à chaque fois, hein. Là, on est sur un pitch plutôt SF avec un personnage principal féminin. L'histoire était bien, les personnages étaient super, le setting était intéressant, l'ambiance super sympa. Et j'ai beaucoup aimé en fait. Ça faisait bien tout ce qu'il proposait. C'est un peu déprimant, mais l'auteur a quand même une plume qui fait qu'on a envie de continuer, qui donne quand même un petit peu d'espoir malgré tout. Et ouais, foncez, franchement, n'hésitez pas. J'ai lu ensuite Manger l'autre de Amanda Devi, que j'ai bof aimé également, mais du fait de la fin. Je pense que je vais plutôt le mettre ici. C'était pas inintéressant. Tout le propos sur la grossophobie, sur le gigantisme, sur le regard sociétal, sur le corps des femmes. Très intéressant. Il y a juste eu des scènes où j'étais pas du tout ok avec ce qui se passait, notamment une relation sexuelle entre une mineure du coup et un homme de 40 ans. Et surtout la fin m'a semblé totalement disproportionnée par rapport au récit. Donc j'en ai pas forcément un très bon souvenir. Donc c'est pas forcément une lecture que je vous conseille, même si je vous la déconseille pas pour autant. C'est intéressant, mais je sais pas si ça peut vous plaire. Voilà, désolée, je suis pas très décidée sur celui-ci. Alors que celui d'après, je suis très décidée à le mettre directement juste ici, puisqu'il s'agit de Gideon la 9e de Tamsin Muir, qui est une de mes meilleures lectures de 2025. Spoilons tout de suite. Mais c'était ouf. À l'heure où je vous parle,
J'ai, continué, si ce n'est, terminé du coup, la série puisque j'attends maintenant le tome 4 et j'ai absolument encore plus adoré les tomes d'après, enfin. Ce premier tome était trop bien, je vous ai fait un vlog l'année dernière sur ma lecture et j'avais, adoré tout simplement et encore aujourd'hui, je kiffe avoir lu ce livre à ce moment-là. Je peux que vous dire de le lire. C'est drôle, c'est triste aussi, c'est super pesant comme ambiance, on est dans une espèce de huis clos. C'est à moitié de la fantaisie, à moitié de la science-fiction. Il y a plein de trucs qui font que c'est vraiment très très cool. N'hésitez pas à vous lancer, c'était trop bien. Un peu plus déçue par ma lecture d'après, qui est New Dragon City de Mari Moncousi. Je pense que c'est un 2,5 malheureusement, puisque on est sur du jeunesse intéressant dans la proposition, mais j'ai pas été convaincue. Le personnage principal m'a un peu saoulée, il a 8-10 ans, mais il était pas très très intéressant. Le rapport avec les dragons était cool dans l'idée, mais pas forcément très très bien mis en avant, je trouvais. Bref, j'ai pas passé mon meilleur moment pour un jeunesse, mais bon, ça arrive, je ne suis toujours plus le public visé, donc j'espère que les enfants qui ont à peu près l'âge du protagoniste pourront un peu plus trouver leur bonheur dedans que moi. J'ai lu aussi When You Call My Name de Tucker Shaw, et là par contre j'avais beaucoup aimé, et encore aujourd'hui je m'en souviens très bien. Une très belle relation gay dans les années SIDA, donc on parle bien entendu de la maladie, mais également des relations amoureuses, des premières relations amoureuses, des premières fois, de tout cet environnement vraiment spécifique dans ces années-là aux États-Unis. Et c'était très très prenant, très bien fait, très intéressant, pas juste dans le larmoyant, ça nous ouvre vraiment sur d'autres questions, et c'était vraiment très cool, même si bon, les thèmes sont pas fun fun. Donc n'hésitez pas si ça vous intéresse par contre, parce que c'était un très bon roman. Tout comme le suivant, qui est Les aventures d'Amina Al-Sirafi, le premier tome d'une série du coup de Shannon Chakraborty. Je ne savais pas forcément que c'était un premier tome, donc je l'ai adoré en pensant que c'était un one-shot. Bon, quand j'ai eu les éléments qui m'ont fait comprendre qu'il y aurait certainement une série, j'étais un petit peu plus mitigée. Mais je sais que là le tome 2 va sortir en anglais, donc je pense que je me procurerai le tome 2 quand il sortira en français, on verra bien. J'ai adoré, je vous en avais déjà parlé, mais le personnage est un peu plus vieux que la moyenne, puisqu'il a de mémoire entre 35 et 40 ans. L'univers de pirates, la mythologie, les personnages, l'ambiance, bref, c'était trop bien, avec une plume qui nous donne vraiment très très envie d'avancer et de tout découvrir à la fin. Enfin, c'était trop cool, j'ai adoré cette lecture, j'ai peut-être un peu hâte quand même de lire un tome 2, même si je trouve que ce premier tome se suffit à lui-même. Et écoutez, n'hésitez pas si vous avez envie de lire des aventures de pirates menées par des personnages féminins forts et super intéressants, et surtout avec un rapport au désir et au corps et au sexe vraiment rafraîchissant dans une ère où on lit beaucoup plus de relations jeunes portées par des jeunes et du coup beaucoup moins de représentation du désir, mais un peu plus, comment dire? Posé, on dirait. Bref. J'ai lu par la suite Hunger Games: Le lever de soleil sur la moisson et je suis mitigée. Quand je l'ai lu, j'avais beaucoup aimé. Je me souviens que, je l'ai beaucoup aimé parce que, je l'ai lu en 1 ou 2 journées grand maximum. Mais 1 an après, enfin ça fait 6 mois je pense que je l'ai lu, je m'en souviens plus tant. Et surtout, ça m'a pas trop marqué en termes de style. Peut-être que c'est la traduction, peut-être que c'est le style de base, mais j'ai pas trouvé ça dingo. Je pense qu'il va partir en mai supérieur. Parce que Haymitch, c'est un personnage que j'ai beaucoup aimé quand j'ai lu les Hunger Games il y a déjà plus de 10 ans. Et en fait, entre-temps, j'ai lu masse de fanfic. À l'époque où en tout cas je l'ai découvert, j'ai lu énormément de fanfiction, donc l'histoire de Haymitch, c'est pas une histoire qui m'était inconnue. Donc quand j'ai lu Hunger Games, le lever de soleil sur la moisson, j'ai trouvé ça cool, mais ça me racontait rien de nouveau. Et j'ai un peu eu du mal avec les passages, comme sur l'autre séquelle de la série, les passages de musique, de poèmes, que je trouve pas forcément très bons, je suis désolée. Intéressant, mais pas dingo, et c'est pas forcément un livre que je relirais, contrairement à Hunger Games que j'ai déjà relu. Donc que je ne relirai plus aujourd'hui, je pense, malheureusement, puisque ma dernière relecture a été un peu cata en termes de toxicité que j'avais déjà soulevée il y a 10 ans, mais c'était un peu terrible. Bref, c'est une série que j'ai beaucoup aimée. Je la garde dans mon cœur, juste c'est pas quelque chose qui me fait vibrer aujourd'hui, et on la laisse où elle est, y a pas de souci. Mais du coup, ouais, un peu mitigée sur celle-ci. Robert Jackson Bennett, je vous en ai déjà parlé, c'est un auteur que j'adore. J'ai très très hâte de découvrir sa première série qui est sortie en France, qui est La Cité des Marches. En 2025, j'ai lu
American Elsewhere, que j'ai absolument adoré. Je pense qu'il va même aller au-dessus de Darien. C'est pas du tout le genre de lecture que je lis habituellement, c'est du thriller, thriller un peu avec des éléments de SF, donc ça c'est cool. Et le livre fait 7 ou 900 pages, 700 pages plutôt je crois. Et je l'ai dévoré en une semaine. Alors j'avais le temps puisque j'étais en vacances, mais je l'ai dévoré. Genre vraiment, la plume était dingue, l'histoire était dingue, les personnages étaient trop bien, les personnages féminins, Robert Jackson Bennett, c'est une personne sûre à ce niveau-là, genre il sait écrire les femmes, dans le sens où en tant qu'homme, c'est quand même dingue de enfin s'intéresser aux personnes du sexe opposé, comme on dit, et surtout de les écrire avec une justesse réelle, juste ce sont des personnages féminins, point. Voilà. Bref, j'adore ce mec et j'aime beaucoup ce qu'il fait, donc c'est pas très illogique que son livre se retrouve dans cette catégorie-là. Mais si vous cherchez un page turner en thriller super bien mené avec des bons personnages, bah franchement, foncez s'il vous plaît. Ensuite, j'ai lu une duologie de K.J. Armstrong, Les Oiselles de nuit. J'ai bien aimé, mais je n'étais vraiment pas la cible. Donc je pense que je vais plutôt les mettre dans cette catégorie, donc le tome 1 et le tome 2, puisque c'est super dans l'idée, c'est super dans la façon de faire. Juste quand on commence à avoir des bases en termes de féminisme, bah c'est un petit peu plus plan-plan, on va dire. Les personnages étaient cool, la magie était sympa, pas assez utilisée à mon goût, mais la magie était sympa. Et ça s'adresse vraiment, je trouve, à un public de personnes de 15 ans plutôt. Mais c'était sympa, il n'y avait pas de smut de mémoire, donc ça moi j'avoue que j'apprécie. Et les propos étaient vraiment très bons, c'est juste, je suis un petit peu trop avancée je pense dans mes recherches aujourd'hui pour que ça me touche vraiment. Bon, je vous ai assez fait, je pense, de propagande sur cette série, mais ça va continuer dans cette vidéo, puisque on parle encore de 2025. C'est bien sûr Terra Ignota de Ada Palmer, avec le 3e tome qui est La volonté de se battre, que j'ai beaucoup aimé. Pas le meilleur de la série. Je trouve d'ailleurs un des moins bons, si je dois dire, avec le tome 1, puisqu'il est un peu rempli d'expositions. Il y a plein de choses qui se passent, et en même temps, c'est pas le plus prenant. Mais Ada Palmer et cette série Masterclass. Je vais pas vous faire l'affront de vous redonner le résumé, puisque je vous en ai beaucoup parlé. Et d'ailleurs, je me rends compte que je vous ai très peu fait de résumé depuis le début, mais écoutez, c'est juste pour vous donner mes avis à chaud, on va dire. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire si vous voulez un petit peu en savoir plus. Je répondrai avec grand plaisir. La volonté de se battre, je pense... J'hésite presque à le passer derrière Gideon, et en même temps, je pense qu'il va rester là pour l'instant, on verra à la fin si je dois refaire 2-3 trucs. Après cette lecture absolument superbe, j'ai lu quelque chose qui du coup m'a un peu moins plu, c'est un peu les lectures sacrifices malheureusement quand on lit des super trucs. C'était Nous sommes la poussière de Plume des Cerves. Je pense que je vais plutôt malheureusement le mettre dans ces eaux-là, même si... Non, on peut le mettre. Réfléchissons ensemble. Il va venir ici. C'était pas inintéressant comme idée. On est sur du fantastique féministe plutôt, antivalidiste également. Et tous les propos portés par le récit sont vraiment très bien. C'est juste que j'ai eu un peu plus de mal avec les personnages. Les relations dans lesquelles les personnages sont pas forcément extraordinaires non plus, dans le sens où il y a beaucoup de relations toxiques. Et c'était vraiment décrit par l'autrice, mais... Je sais pas, ça m'a pas non plus porté plus que ça, et aujourd'hui je m'en souviens plus tant malheureusement. J'ai encore des images quand même de l'univers puisque l'univers était fort, mais à part ça, je suis pas non plus très portée. Donc franchement c'est intéressant, bon c'est juste que c'est chez les moutons électriques, donc vous le trouverez plus qu'en occasion aujourd'hui. Mais voilà, c'est une bonne lecture. Le prochain qui est Robot sauvage en fuite, je pense que je vais le mettre juste ici malheureusement. Puisque j'ai pas vraiment accroché par rapport au premier tome. Je trouvais ça assez répétitif, très court et en même temps trop long, puisqu'il se passe pas grand chose si ce n'est rien dans ce tome-ci. Et je sais pas trop si je continuerai la série. Je sais pas si j'ai très envie pour le moment, donc je me laisse un petit peu de temps pour réfléchir. Je le mets plutôt en haut du on souffle, puisqu'il est pas mauvais, mais j'y retournerai pas. Pour ma première romance de 2025, j'ai lu Un si fragile enchantement de Alison Saft, que j'ai plutôt bien aimé, mais je m'en souviens plus tant aujourd'hui. Je pense qu'il va venir plutôt par ici. Moi, j'ai quand même un peu plus aimé. Ouais. On est dans une ambiance un peu à la Jane Austen, donc déjà ça partait un peu mal pour moi puisque c'est pas forcément une ambiance que j'apprécie. La romance est cute, très slow burn, il y a un petit peu de scènes de smut et en même temps je me demande si elles sont pas passées un peu sous silence, ce qui est cool. Bref, dans tous les cas s'il y en avait, ça m'a pas non plus dérangé plus que ça.
Les personnages étaient cool, un peu trop casse-pieds à certains moments, puisqu'on a capté très rapidement certaines choses et ils en font des tonnes et bon bref. Mais c'était plutôt sympa, avec du coup des bons personnages, une bonne histoire et en soi un bon univers, c'est juste que c'est pas celui qui me porte le plus. Donc franchement une bonne romance, j'avais bien aimé et surtout je l'ai lu assez rapidement. Là j'ai sa romance lesbienne À l'ombre des eaux troubles à lire cette année, donc écoutez, on verra ce que ça donne. Après Un si fragile enchantement, j'ai lu mes 2 meilleures lectures de l'année, qui ont été bien sûr la suite de Terra Ignota, donc L'alphabet des créateurs et Peut-être les étoiles, qui ont été des énormes bangers, plus que des bangers, des énormes pépites en fait. Donc voilà, là mon top 3 est assez ouf, mais c'était dingue. Donc le tome 4 et 5 en français sont 2 tomes séparés, en anglais on est sur un seul tome, c'est juste que la traduction a pris plus de place. Et c'était fou comme expérience. Vraiment, ces tomes 4 et 5 sont complets. Il y a beaucoup, beaucoup de choses et en même temps, ça passe si vite. Donc franchement, énorme banger, on va pas se mentir. C'est même des énormes pépites en fait, avant toute chose. Donc on va, bien entendu, les mettre en première place, hein. J'adore mon top 3 actuellement. Après, c'est magnifique. Lecture. J'ai lu Le refrain de la rivière de Rebecca Ross que j'ai pas aimé. On va pas se mentir. C'était long, pas très intéressant. Les personnages principaux étaient vraiment casse-pieds. Franchement, il n'y a pas d'autre mot. J'ai pas trop aimé ma lecture, si ce n'est pas du tout. J'ai abandonné à 100 pages de la fin parce que j'en avais marre. Et du coup, je pense que je vais le mettre plutôt sur une lecture déconseillée. Je sais que l'autrice fait d'autres choses qui m'intéressaient, mais du coup, je vais les laisser un peu de côté. Et j'avoue que je vous conseille pas trop la lecture puisque j'ai pas trouvé ça très bien. L'univers était sympa, mais vraiment les personnages en fait. Et les personnages, ça fait partie des 30% de la note. Donc bon, si les personnages sont pas bons, je vais pas m'éterniser dessus parce que j'ai pas grand chose à dire de celui-ci. Après, j'ai lu un petit peu de littérature contemporaine avec le dernier Amélie Nothomb qui était tant mieux. C'est pas une autrice que j'aime beaucoup en termes de style, la plupart du temps j'ai vraiment du mal à accrocher. Je pense que je vais le mettre par ici. Allez, on va le mettre ici. Celui-ci était bien. Intéressant par sa plume, par ses thèmes. Très court et tant mieux entre guillemets, sans mauvais jeu de mots, parce que j'aurais pas lu plus long, j'avoue. J'ai lu ensuite Vita Nostra, qui était une très bonne lecture, si ce n'est un bon banger. On est sur du Dark Academia, donc ça me réconcilie un petit peu avec le genre. Et surtout, c'est édité chez La Talente que j'avais pas réessayé depuis mes dernières expériences chez eux, qui avaient été un peu calamiteuses en termes de sexisme et grossophobie et homophobie la dernière fois. C'était pour les Jumeaux du Paradoxe. Si jamais vous étiez déjà là sur Insta ou sur YouTube, je sais plus exactement où j'en avais parlé, mais ça m'avait bien dégoûté. Donc j'avais un petit peu boudé la maison. Et écoutez, Vita Nostra était super. Il y a des thèmes de violences sexistes et sexuelles qui sont abordés, mais pas assez poussés à mon goût. Mais sinon, à part ce point que je trouve négatif, il y a pas tant de choses qui m'ont chiffonné. L'univers est bien dark, les personnages intéressants, même si on va pas plus loin que ça sur certains. Et ouais, le système de magie, l'environnement, l'ambiance, très bien mené. Donc écoutez, un bon premier tome, même si du coup j'ai vu que c'était une série dont on n'était pas obligé de lire tous les tomes, et les tomes sont surtout dépendants. Du coup, je suis pas sûre pour l'instant de continuer, mais à l'occasion, pourquoi pas. Ensuite, j'ai lu mon deuxième seulement recueil de nouvelles de l'année avec L'Envie l'emmêlée de Michael Rock. Et j'ai beaucoup aimé, comme tout ce que j'ai lu de Michael Rock pour le moment. C'était une bonne façon de retrouver l'Enville, donc le paysage qu'on découvre dans Terre Mahon, avec des personnages d'ailleurs qui reviennent dans ces nouvelles. J'ai beaucoup aimé la plume, encore une fois. Les nouvelles étaient super intéressantes. Les différents univers, les différents personnages. Franchement, j'ai beaucoup aimé. Donc, si vous avez lu et aimé Terre Mahon ou si vous voulez découvrir la plume de l'auteur, franchement, n'hésitez pas. C'était super cool. Juste avant Halloween, j'ai enfin lu Frankenstein de Mary Shelley, que je n'avais jamais lu ni même étudié. Donc, c'était super cool comme expérience. J'ai bien aimé. Le personnage de Frankenstein est absolument insupportable, mais c'est fait pour. C'est un bon classique, accessible et qui a pas trop mal vieilli, donc ça c'est quand même cool. Mais je pense pas que ce soit un plus de 3,5. Je pense que je vais le placer là.
Donc voilà, si vous connaissez l'histoire, je pense que c'est le cas, je ne vais pas vous la résumer. C'était vraiment cool, le style était bon. Bon, après, c'est une traduction plus récente. Et les thèmes abordés étaient vraiment sympas. Une bonne lecture de classique, ça fait du bien. Petite déception ensuite avec Un pays de fantômes que j'ai bof aimé malheureusement. Ça avait tout pour me plaire, c'était une histoire d'anarchie écrite par une femme trans, donc c'était super sur la 4e de couverture et c'est pour ça que je l'ai acheté. Mais j'ai pas trop accroché au fond puisque c'était très grossier, je trouvais. On est vraiment sur de l'idéalisation pure et dure et c'est un petit peu difficile de se projeter, surtout dans l'univers, dans lequel on vit actuellement. Donc j'ai bien aimé pour ce que ça apportait comme propos et pour, toutes ces idées, que je trouve, dingues, mais c'est un peu trop déconnecté de la réalité à mon goût. Donc c'est une bonne lecture, mais ça aurait pu vraiment être mieux. Un peu pareil malheureusement pour Après toi les ténèbres de Gus Moreno, que j'aurais aimé beaucoup plus apprécier. Je pense qu'il va venir ici malheureusement, puisque le début du récit est ouf. Genre, en termes d'ambiance, on est fort. Le personnage principal est dur. Tout ce qui lui arrive est vraiment difficile. Mais après, je l'ai lu aussi en numérique et j'ai mis beaucoup de temps à le lire. Mais au fur et à mesure que j'avançais dans ma lecture, j'étais de moins en moins dedans. Et j'avoue que la fin m'a semblé vraiment en décalage avec tout le reste. Et que j'ai pas tant apprécié que ça. Donc je pense que je vais plutôt le mettre là. C'était vraiment une bonne lecture, mais je pense qu'il faut que vous le lisiez en une journée ou deux. Et que vous soyez vraiment dans une ambiance bien sombre, bien fantôme, revenant, malédiction, etc. Voilà. C'est un peu moins aussi des thèmes qui me plaisent. Je suis pas forcément une très grosse fan d'horreur, donc je pense que c'est logique que ça me plaise un petit peu moins. Après, j'ai lu de Lorraine Safou, Écrire avant l'aube, qui est une biographie de Toni Morrison, et j'ai plutôt beaucoup apprécié. Je pense que je vais le mettre là. C'était vraiment intéressant d'avoir plein d'éléments supplémentaires sur cette autrice, dont j'ai lu qu'un seul livre pour l'instant, qui est Beloved, que j'ai beaucoup aimé. Et ça m'a donné vraiment envie de découvrir d'autres textes, donc un peu mission accomplie, on va dire. La plume de Lorraine Safou m'a beaucoup plu aussi. Donc là, j'ai un livre d'elle qui est Nos jours brûlés, qui est dans ma pile à lire. Donc je compte le lire cette année. J'espère vous en reparler bientôt. Voilà, j'ai pas grand chose à dire dessus, vu que c'est une biographie, je vous laisse plutôt la découvrir. Ensuite, 2 abandons avec L'Empire s'effondre de Sébastien Coville, que je vais mettre juste ici, et Le Chevalier aux épines de Jean-Philippe Javorski, que je vais mettre plutôt par là, même plutôt ici. L'Empire s'effondre, gros souci en fait de sexualisation et surtout d'utilisation du viol pour en faire un décor. C'est-à-dire que en l'espace de 100 pages, j'ai eu le droit à, de mémoire, 4 scènes de viol, dont une vraie, dans le sens où une femme se fait violer devant les yeux du personnage principal, et 3 autres, dont 2 menaces presque mises à exécution sur notre personnage principal, enfin le personnage féminin qu'on suit, et une autre qui n'en est pas vraiment un parce que la personne qui est en train de se faire agresser a l'air d'aimer ça. Bien sûr, tout ça pour parler du chaos environnant. Parle-moi de chaos environnant en me montrant des gens se faire tuer. Enfin, montre-moi le chaos différemment que juste par ce prisme, surtout que ça n'a pas l'air, parce que du coup j'ai lu un petit peu les critiques et c'est pour ça que je me suis arrêtée là, ça n'a pas l'air de poursuivre dans le reste du récit. Donc c'est juste, regardez mon décor, point, et j'ai mis tout ça. C'était faisable sans. Et j'avais pas envie d'aller plus loin sur un texte qui commence par ça. Voilà. Et malheureusement pour Le Chevalier aux épines, on est sur un texte qui, je pense, pouvait me plaire, sauf que je suis allée à la page 230, qu'il fallait aller jusqu'à la page au moins 268 de mémoire pour que le récit commence à prendre vie. Et j'en avais un peu marre, au bout de 230 pages, de lire et de m'embêter à ma lecture, donc je l'ai mis de côté. Voilà. C'est un peu dommage parce que j'attendais un peu plus de choses de cet auteur. J'essaierai de lire d'autres choses, même si celui qui me plairait de lire, Qui est gagné la guerre. Je sais qu'il y a des choses qui vont beaucoup me trigger, donc on verra si j'arrive à aller au bout. Et par contre, j'ai réussi à enfin aller au bout de la série de Liu Cixin, qui a été La Mort immortelle, donc 3e tome et dernier du Problème à 3 corps, et j'ai pas apprécié. C'était bof. Je pense qu'il va venir ici. Et plus que bof, en fait, c'est un peu tout ça pour ça. Genre, je me suis lu 3 énormes briques, surtout 2, pour cette fin. Et c'est un peu dommage parce que c'est un tome qui m'a beaucoup plu dans son ensemble, mais la fin, juste,
Tout ça pour ça? Non. Dommage. Je pense que ça joue sur des thèmes en science-fiction que j'aime pas forcément. J'ai un petit souci avec Lucy Shin et ses personnages. Je les trouve pas forcément très intéressants, donc j'ai pas réussi à trop m'attacher. Et c'était bien, mais pas extraordinaire, surtout vis-à-vis de ce qu'on m'avait un petit peu vendu sur cette série, de livres. Donc, meh. Ouais, c'est une bonne définition du meh. Ensuite, énorme déception avec La Tour des Anges, que je vais mettre, juste ici, hein, plutôt là quand même, que j'ai, pas du tout aimé. Donc c'est le 2e tome de la série, de Pullman qui est à la croisée des mondes et qui, en fait, rempli de, masculinité. De «Regarde, un vrai petit garçon, il fait ça», parce que, un garçon, c'est un bonhomme et une vraie fille, elle fait ça, parce qu'une fille, c'est une fille. Ça m'a un peu écœurée. J'ai pas eu envie d'aller plus loin. J'ai terminé celui-ci parce qu'il était pas très long et parce que j'étais à la fin quand les événements qui m'ont un peu sont arrivés. Mais je me suis débarrassée du 3e tome dans la bibliothèque directement et je ne pense pas relire de Pullman pour l'instant. Peut-être ces séries les plus récentes, mais ça m'a un peu dégoûtée comme propos. Voilà. Je sais qu'on est dans les années 90-2000 de mémoire, plutôt fin des années 90, mais bon, pas pour moi. Et le dernier livre que j'ai lu en 2025, c'est un autre livre de littérature générale, qui est Cher de David Soloy, qui est un bon roman, je pense qu'il va venir plutôt ici, qui parle également de masculinité, mais qui parle surtout d'un homme qui ne sait pas quoi faire. Genre, c'est vraiment une personne qui répond que par «ouais, ok», tout le long du récit. Peut-être qu'il baissera un petit peu dans ma note, je verrai. Mais c'était intéressant et surtout, l'auteur ne défend absolument pas cette, masculinité très basée autour du sexe, très basée autour de la domination. Bien au contraire, on est sur un personnage soumis du coup aux femmes, mais pas parce qu'il souhaite l'être, juste parce qu'il sait pas quoi faire. C'est un peu particulier, mais je trouvais que le style était bon, que le récit se mangeait très facilement et j'ai bien aimé. Je sais pas si ça vous intéressera forcément, mais moi j'aimerais bien découvrir d'autres textes de l'auteur pour voir si on est vraiment d'accord sur certaines choses ou pas. Les autres livres que j'ai à classer, ça va être ma relecture de l'année qui a été L'Estrange Malaventure de Mirella, que j'ai bien entendu beaucoup aimé, même si je l'ai peut-être un peu moins aimé que quand je l'ai lu, sachant que quand je l'ai lu, j'ai fait une nuit blanche dessus, donc c'est peut-être aussi pour ça que j'avais adoré. Mais je pense qu'il va venir ici. Florvesco, sa plume, les thèmes utilisés, le conte refait, super intéressant, bref. J'ai beaucoup aimé, j'ai renoté des petits passages et je me suis amusée à noter aussi certaines choses, enfin, c'était très cool. J'ai beaucoup aimé cette relecture, même si ça devait être celle d'Eragon, mais on en parlera plus tard. Ensuite, mon premier livre audio de toute ma vie, on va dire, si on ne compte pas les contes pour enfants que j'ai lus étant plus jeune. C'était Mon vrai nom est Elisabeth de Adèle Lyon, que j'ai beaucoup aimé, même si les thèmes étaient très difficiles. Je pense qu'il va venir plutôt dans cette partie. Très intéressant, le récit était vraiment bon, la lectrice était vraiment intéressante à suivre. J'ai trouvé les thèmes abordés super graves, mais du coup, ça m'a fait me poser beaucoup de questions. C'était un très bon récit. N'hésitez pas si vous voulez le découvrir, ça parle du coup de vie de femme, de conditions de femme et de maladie. Et du traitement de la maladie quand c'est une femme qui l'a. C'est très violent par contre, donc attention à vous. Ensuite, les 3 essais que j'ai lus cette année, il y a eu Le coup de la virilité de Lucille Pétavin, que j'ai bof apprécié, puisque je m'attendais à quelque chose de plus, d'un peu plus chiffré, on va dire. C'était intéressant, mais ça m'a pas non plus retourné le cerveau. Je sais pas trop quoi vous dire de plus parce que j'en ai pas tant de souvenirs, c'est un peu le souci avec les essais et moi. Même problème malheureusement avec La pensée straight que j'ai bien aimé un peu plus quand même, mais ça m'a pas non plus transcendé, même si on reste quand même sur une pensée ultra intéressante et ultra importante d'une femme lesbienne. Et c'est quand même un monument de l'essai féministe et queer. Juste pas forcément d'accord avec tout ce qu'elle raconte, et je trouve qu'il y a certaines choses qui ont un peu vieilli, mais bon. Et pour Le génie lesbien de Alice Coffin, j'ai bien aimé aussi ce qu'elle aborde. J'ai bien aimé sa vision du féminisme et de la lutte lesbienne. C'était très intéressant pour avoir plein d'éléments sur tous ces thèmes. Mais ça allait pas forcément assez loin pour moi sur certains sujets, et aujourd'hui je me souviens pas de tout non plus. Donc je vais plutôt le mettre ici. De toute façon, vous voyez, je crois qu'il y a une petite catégorie de notation pour les essais qui est juste ici. Et d'ailleurs, ça me fait penser qu'il y a une petite catégorie aussi pour la young adulte, puisqu'on a quand même un bon gros agglomérat juste ici.
Donc bref, je vais regarder si j'ai des changements à faire et je reviens tout de suite pour vous donner un petit peu, les explications et les notes, tout ça, tout ça. Pas grand chose à changer du coup, comme vous avez pu le voir. J'ai juste décalé la volonté de se battre en 4e place quand même. Genre, Gideon était quand même bien banger. Et j'ai aussi bougé, l'Envie l'Emmêlée que j'ai quand même un peu plus apprécié que Le Phare au bout du monde et que La Maison des Soleils. Et pour la Cresserelle, j'ai juste redescendu un petit peu parce que c'était un peu ambitieux comme classement de base. Mais bref, pas grand chose à changer du coup. Donc, en termes de calculons ensemble. Nous sommes donc sur 7 5 étoiles sur 2025. Ce sont vraiment des lectures que je vous recommande plus avec tout ce qu'il faut dedans. Et bref, je vous en ai parlé en long, en large. Au niveau des bangers, on va être sur 3 4,5. Donc Vita Nostra, When You Call My Name et L'Estrange Malaventure de Mirella. Et les autres, ça va plutôt être du 4 étoiles. Et Adélion, je le mettrais plutôt en 3,75. Oui, soyons précis. Dans la catégorie mais, on est quand même sur du 3,5 pour Frankenstein, Ainsi fragile enchantement, et je pense quand même La Mort immortelle, même si non. La Mort immortelle sera plutôt de 3,25, comme Les Oiselles de nuit, Les Oiselles sauvages, et c'est un peu tout, puisque le reste ça va plutôt être du 3, excepté Manger l'autre que je vais mettre en 2,75. Pour tous mes essais, je vais quand même leur mettre 2,5. C'est un peu dur, mais c'est juste qu'en fait, au niveau des essais, je crois pas forcément assez attentive et pas forcément assez intéressée sur tout pour que ça me plaise énormément, mais c'est un peu le problème avec les essais et moi. Donc ça va être du 2,5. Et du coup, sur toute la catégorie, je vais mettre 2,5, je pense. C'était pas excellent, mais pas non plus mauvais, donc ça mérite quand même la moyenne. À mes yeux, bien entendu, ça reste un classement totalement personnel. Et pour la dernière catégorie, du coup, j'ai 3 DNF, donc je vais pas les noter. Et pour Keloguin, La Tour des Anges, Fondali et Nage Libre, le Gwyn, je pense que c'est un 2 étoiles. C'était pas bon, mais ça mérite pas moins. La Tour des Anges, je vais mettre un 2 aussi, parce qu'excepté ce point, c'était pas mauvais. Même si, maintenant que j'y pense, il y avait aussi toute la partie sur les violences des enfants entre les enfants, qui était un peu quand même dingue. Donc, 2 étoiles, ouais, soyons gentils. Mais par contre, La Cité de Jade et Nage Libre, ce seront des 1 étoile, puisque je ne sais pas pourquoi je me suis forcée à lire ça, et j'aurais dû les abandonner beaucoup plus rapidement. Voilà. Eh bien écoutez, ça nous fait une moyenne de 3,2 sur 5. C'est-à-dire moins que ce que j'avais donné, puisque j'étais à 3,4 avec mes avis à chaud. Mais bon, dans mes avis à chaud, j'ai quand même donné 3 étoiles à La Cité de Jade. Donc voilà, c'était intéressant à faire. Je pense que la vidéo va être excessivement longue. Là, je suis à 56 minutes d'enregistrement, donc je vais beaucoup couper pour que ce soit beaucoup plus digeste et beaucoup plus intéressant pour vous. J'espère que ça vous aura quand même intéressé. C'était super drôle à faire. Ça demandait beaucoup de temps, mais c'était vraiment drôle. Comme d'habitude, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas, si vous le souhaitez, à discuter un petit peu dans les commentaires. Et on se retrouve très vite pour d'autres choses. D'ici là, bonne découverte et à bientôt les tacos!